Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 11 avril 2022 et on débute avec un chiffre 44,76%. C'est le pourcentage des Guadeloupéens qui se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire le futur président de la République. À noter la participation était en hausse de 4,7 points comparativement à 2017. Un scrutin qui s'est déroulé sans souci dans les divers bureaux du territoire. Regardez. C'est tout à fait normal pour quelqu'un fasse son devoir de citoyen, surtout actuellement, et vu le contexte aussi. On peut donner à quelqu'un à faire son choix aussi, mais lorsque la personne, le citoyen même se déplace, c'est mieux de faire son choix même. C'est un scrutin qui se passe normalement, mais un peu dans le calme. Vous savez, nous faisons bien la différence entre les élections locales et cette élection nationale qui est l'élection du président de la République. C'est vrai que ça a toute son importance, mais ça ne mobilise pas suffisamment pour qu'il y ait ce mouvement de foule que l'on connaît quand il s'agit d'une élection locale. Mais cela se passe bien. Nous sommes à près de 10% dans tous les bureaux de vote de Morne-à-l'Eau, donc les gens vont voter. C'est un devoir citoyen, c'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir voter pour le ou la candidate qui pourrait changer le cours des choses. Je leur dirais d'aller voter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire entendre notre voix. C'est l'opportunité en fait de pouvoir, comme je disais, changer les choses et d'apporter un changement, un nouveau souffle à la France, à la République. Et donc à tous les jeunes, vraiment, allez voter. Ça sert vraiment c'est vraiment très important d'aller voter. Tout s'est bien passé. Tous les bureaux ont pu être ouverts ce matin, convenablement constitués avec au moins le président, le secrétaire ou la secrétaire et avec au moins un assesseur titulaire. Donc globalement les opérations de vote se sont bien déroulées, il n'y a pas d'incident particulier à signaler. Nous savons tous que la problématique c'est celle de l'abstention. En plus c'est une élection nationale, en général les élections locales sont beaucoup plus prisées. Je crois que sur Sainte-Anne, ce sera un peu plus de 40%, autour de 40%, ça fait quand même près de 60% d'abstention. Ici, dans ce bureau numéro 9 que je présidais, eh bien, il y a un peu plus de 42% de votants sur les inscrits qui se sont exprimés. Voilà, donc évidemment, le fait marquant aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est l'abstention, à peu près autour de 60%. Et je pense que c'est une tendance qui va se confirmer d'une manière générale et peut-être sur la Guadeloupe. La Guadeloupe qui a très majoritairement voté pour le candidat Jean-Luc Mélenchon qui remporte ici 56% des suffrages exprimés. Il devance Marine Le Pen qui finit deuxième avec 17,92% et Emmanuel Macron en troisième position qui ne réalise que 13%. Et si Jean-Luc Mélenchon a raflé la mise dans les Outre-mer, eh bien il n'est pas parvenu à accéder au second tour. Et c'est finalement Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui s'affronteront pour le second tour de cette présidentielle, un peu comme en 2017 d'ailleurs. Et après 4 mois de mobilisation, les postiers du Nord Grande Terre ne démordent pas. Ils se dressent contre la réorganisation des sites de leur zone qui engendrera selon eux une réduction des effectifs. Les négociations, quant à elles, sont au point mort. Le reportage. Jodla fait près de 4 mois nous mobiliser sur le site de Petit Canal et du Nord Grande Terre, tous les postiers en grève, 17 sur 18. Nous comptons projet que la Poste met en place, ça veut dire la réorganisation sur ces 3 sites. C'est une réorganisation pour supprimer des 3 tournées et nous n'sommes pas d'accord avec eux. Donc c'est en ce sens que depuis le 14 décembre, nous faisons un débrayage. Nous avons rencontré plusieurs fois avec direction à la Poste. Depuis le 21 décembre, normalement, nous devons tourner en accord ce que les responsables refusent de signer. Et depuis ce jour-là, ça a toujours rencontré nous. Nous avons aussi signé une assignation en justice avec eux. Chaque fois, nous avons dit nous faisons attendre les décisions de justice.
Décision juste pour tomber le 9, juste à l'ail pour tomber. Nous avons des cas qui aident à ça aussi. Ça, c'est pas un souci. Mais entre-temps, il y a négocié avec nous. Il a négocié près de 5 fois avec nous. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, là aussi, là, nous encore en négociation avec eux pour voir si nous sommes en situation là. Ça. Afin de former les enseignants des filières professionnelles aux technologies des véhicules électriques et hybrides, le rectorat ECAMA Renault signe une convention de partenariat. Le concessionnaire deviendra maintenant formateur. Le reportage. Nous mettons en place un très beau partenariat ici où l'entreprise ECAMA Renault met à disposition une plateforme qui est utilisée là dans un cadre pédagogique pour former les enseignants des lycées professionnels et sections d'enseignement professionnel aux évolutions liées aux véhicules électriques. ECAMA fait partie de GBH, c'est un groupe qui est très impliqué dans la formation des jeunes. La relation école-entreprise est absolument fondamentale. Nous sommes partenaires des lycées professionnels de Guadeloupe depuis de nombreuses années et cette convention est la juste continuité de ce partenariat. Il est indispensable que les enseignants soient au meilleur niveau, que les équipements aussi proposés aux élèves soient au meilleur niveau dans les lycées, parce que c'est ça qui permettra aussi de monter au niveau technologique sur la Guadeloupe et puis de permettre évidemment le développement durable, puisque le véhicule automobile, c'est aussi une substitution d'une énergie à une autre. Le véhicule électrique, hybride et électrique est en train de s'imposer dans le paysage guadeloupéen, comme dans le monde entier en réalité. Les ventes de véhicules électriques se développent très significativement et donc nous voyons de plus en plus de véhicules électrifiés dans nos ateliers, donc c'est essentiel d'avancer dans cette voie. Un reportage signé Maxime Morel. Et parlons maintenant du marché de Morne-à-l'Eau qui attire de plus en plus de monde. Une bonne nouvelle pour les producteurs locaux qui bénéficient de ce nouvel espace de promotion-vente. Regardez. Depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, le marché est en place tous les samedis. Donc vous voyez ce qu'il y a autour de vous, il y a une vie, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de gens. Et particulièrement aujourd'hui puisque nous préparons les fêtes de Pâques. Et comme vous le savez, Morne-à-l'Eau, c'est là où on a trouvé crabe. C'est un moment très important. Ça permet aussi de mettre un visage sur le produit. Parce que souvent, on voit les produits, bon, on ne sait pas qui fait quoi. Donc là, je suis derrière ma marchandise, on reconnaît M. Carneva. Et bien là-bas, pour agriculteur, c'est au café zème, c'est au café patate, c'est au café. Donc ça fait qu'il y a une relation qui se développe entre l'acheteur et le commerçant. Il y a une très bonne ambiance, c'est très sympa. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un super beau temps. Ça, c'est sympa aussi. Et puis voilà, moi, personnellement, mon passe-temps, et mon gagne-pain, pas entre guillemets, mon petit gagne-pain quand même, je crée des sujets à base de coco sec. Tout ce qui est coco sec, en fonction de sa grosseur, de sa largeur, de son style, je crée des lampadaires, des boîtes à bijoux, des vides-poches, des pots à fleurs, des suspensions. C'est la toute première fois que je viens vendre des crabes à Morne-à-l'Eau. C'est Mme Nelson qui est chargée au niveau de la région Guadeloupe et de Morne-à-l'Eau qui m'a invité. Et quand elle m'a invité, je suis venu pour la première fois ici. Mais en général, je vends les crabes qu'à la maison. En général, mes crabes que je vends à 100%, même plus que ça, c'est chez moi à Anse-Bertrand. J'habite à côté de la plage de la Chapelle. Beaucoup de gens connaissent l'adresse. Et donc, s'ils veulent m'appeler, ils me téléphonent pour voir ce qu'on peut faire. Retour maintenant sur ce partenariat naissant entre la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et le comité régional de cyclisme. Une convention sur 3 ans pour développer la discipline auprès des plus jeunes. Le reportage. La CARL, même en termes d'établissement, on donne la chance aux jeunes. On permet aux jeunes de se développer et de grandir à la CARL. Donc c'est clair que pour nous, le choix du maillot blanc, c'est à l'image même de tous les jeunes dynamiques de la CARL et cette volonté de les mettre en avant et de
on croit dans la jeunesse guadeloupéenne et on s'y met à fond. Vous avez un jeune président de la CAR, vous avez un jeune maire de la Désirade. Moi-même, nous avons une équipe jeune. Notre projet est tourné vers les jeunes. Pour le cyclisme, sans jeunesse, on n'a pas d'avenir. Il faut qu'on soit conscient. Et le thème, c'était la jeunesse. Montrer vraiment qu'il y a des jeunes pour leur donner le goût de l'avenir. Et puis ces clubs-là aussi en politique de jeunes. La TMC aujourd'hui a près de 200 licenciés. Ils évoluent au Vélodrome, ils font un travail remarquable. Le VCS aussi mise sur beaucoup de jeunes. Dans les écoles de vélo, ils vont dans les écoles pour mettre en place le savoir rouler. L'Espoir du Sud, pareil, se bat avec mon école de vélo. Ils font beaucoup de choses. Donc c'était une façon de récompenser cela à travers une convention et avoir cette visibilité du maillot blanc. Comme je dis, le maillot blanc, c'est un produit sur le Tour, c'est un prix. Et les étapes, par contre, seront financées par la CARL ou les mairies. Je pense qu'on investit, puisque nous savons automatiquement que cet argent, il revient directement dans les poches des habitants de la CARL, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les logements. Il y a des gîtes, il y a des hôtels, il y a des maisons d'hôtes. Et je ne parle même pas des agriculteurs, des personnes qui sont dans la partie bovine et tout. Aujourd'hui, on le sait, le Tour cycliste ramène de l'argent concrètement sur le territoire. Et nous, on fait partie de cette dynamique avec la région Guadeloupe d'Ari-Chalus, où je suis moi-même conseiller régional. Nous voulons redynamiser la Guadeloupe et atteindre le plein emploi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire « Ah, il faut lutter contre le chômage en ne faisant rien ». Mettons les moyens, organisons, développons et surtout, soyons attractifs aux yeux du monde. Il faut que des gens de toutes langues viennent en Guadeloupe pour dépenser leur argent en Guadeloupe. Et depuis l'éviction jugée arbitraire de coureurs étrangers, le courant ne passe plus entre le président du comité régional de cyclisme et les dirigeants de clubs. Ces derniers tenaient une conférence de presse pour spécifier leurs points de désaccord et indiquer qu'ils sont tous en règle. Le reportage. Donc c'est le non-respect de ce que le président lui-même a affiché au comité et nous a envoyé. Donc il a affiché au comité le 20 janvier des modalités pour que les clubs soient à jour, qu'il a repris le 17 février 2022 pour permettre tous les clubs de se mettre à jour. Ce que les clubs ont fait, ils ont fait donc de leur mieux pour que tout soit. Donc il y a un certain nombre de papiers que je ne vais pas citer. Et voilà, brutalement, les coureurs ont été mis à jour. Et voilà, les coureurs ont commencé à courir. Et lui, donc, au mois de mars, il a décidé brutalement sur une course, à la deuxième étape d'une course, d'enlever des coureurs donc, du club de l'UVMG, de cette course-là. Donc, est-ce affaire de personne? Est-ce que règlement de compte? Donc, bon. Mais ce n'est pas là notre question, c'est plutôt, nous sommes à jour, donc il fallait qu'il laisse les coureurs continuer donc, leur course. Il y a un règlement qui est clair que nous appliquons et que pour moi il n'y a pas de problème. On les a envoyés vers la réglementation. La fédération, pour avoir un retour, les a aussi renvoyés vers la réglementation qui est claire, que les coureurs qui viennent pour 3 mois n'ont pas à solliciter une licence au titre de club français. Donc c'est clair et les coureurs sont considérés comme des touristes, ils doivent porter les couleurs de leur club d'origine. Et s'ils ont une licence délivrés par leur pays d'origine au titre de club français, il faut que ils aient déjà un titre de séjour leur permettant de travailler sur le territoire et un contrat de travail. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir des amis dans le milieu du foot, beaucoup de clubs de football sont rattrapés par des jeunes originaires d'Haïti, entre autres, qui n'ont pas de titre de séjour et les clubs sont en train de payer un lourd tribut. Et moi, en fait, en délivrant ces attestations, je n'étais pas en conformité, donc c'est pour ça qu'on les a suspendus. Et j'ai dit au club de se mettre en conformité, mais ils continuent à aller, je ne sais pas vers où, mais en tout cas moi, je n'irai pas ni en prison, ni avoir des problèmes par rapport à des manquements. C'est grâce à ces coureurs extérieurs des Andins qui nous permet de faire monter le niveau au niveau des clubs pour pouvoir confronter aujourd'hui ces coureurs extérieurs qui arrivent. D'ailleurs, Boris Karen devait être témoin, il a gagné 3 tours, tout le monde était content, c'était l'affaire populaire. Tout le monde était content, mais comment Boris a gagné? Avec des coureurs andins, avec des coureurs extérieurs, Pierre Gard, donc tous les gars, les Ubeto, etc., etc. Donc il a gagné 3 tours, mais 3 tours parce qu'il avait des coureurs étrangers, et ces fameux coureurs étrangers dont on parle aujourd'hui. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Un reportage signé Olivier Félix. Et après 2 ans de privation, les chrétiens de Guadeloupe recommencent à communier
ensemble. À l'église Saint-André de Morne-à-l'Eau, le pasteur était d'ailleurs ravi d'accueillir ses fidèles à l'occasion de la fête des rameaux. Regardez. Il y a toute une équipe qui a participé dans les relations avec la mairie pour permettre effectivement de préparer cette célébration. Et parce que bon, les gens sont partis, il faut les faire revenir. Si l'église de Saint-André s'ouvre demain et qu'il n'y a personne, c'est pas intéressant. Il faut vraiment que le peuple de Dieu revienne. Et donc nous avons voulu aujourd'hui, par cette célébration des rameaux, commencer déjà à faire l'unité sur la paroisse. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous chrétiens et surtout pour nous chrétiens catholiques. Nous venons de fêter l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout pour nous, chrétiens de Saint-André, c'est vraiment important. Et comme je viens de souligner, nous avons célébré cette messe sur les parvis de notre église. Et vous le savez que notre église est fermée il y a cela 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour montrer au monde entier que les chrétiens de Morne-à-l'Eau, ils ont besoin de leur église. Ils prient à l'extérieur. C'est déjà trop. Alors, c'est un signe. Et vous avez vu, nous avons rassemblé toute la paroisse. Il y a de cela 2 ans que je suis dans cette paroisse. Je n'ai jamais célébré la messe avec tous mes chrétiens. Ils sont éparpillés. Il y a des chrétiens qui sont dans d'autres paroisses aujourd'hui parce qu'il n'y a pas l'église. Il y a des chrétiens qui ne viennent pas, ils sont à la maison. Il y a seulement un petit groupe qui sont avec moi. Aujourd'hui, c'est ma joie de prier avec tout le monde. Et même vous-même, vous avez vu comment ils sont là très contents. Ils viennent de partout. Nous avions la chapelle de Blanchette qui a été fermée malheureusement. Nous avons aussi l'église de Vieux-Bourg et au niveau du bourg, il y a une chapelle qui prend une centaine de places. Donc, et comme l'a dit le curé tout à l'heure, tous les jours nous avons des célébrations, tous les jours nous prions avec Maman Marie pour que l'église s'ouvre. Donc du lundi au dimanche à Morne-à-l'Eau, il y a des célébrations. Retour maintenant sur le concert de solidarité de Dominique Coco et Loïc Amboulé en faveur des personnels suspendus du CHU de Pointe-à-Pitre notamment. Les 2 artistes ont tenu à porter leur contribution pour dénoncer cette injustice criante. Regardez. Pourquoi tout ça t'a brûlé tête en moi? Priez le répondez-moi. On peut que l'essayer marcher si moi non. Je trouve injuste d'avoir des collègues suspendus. Pour moi, c'est vraiment dur tous les jours, tous les matins, de voir les collègues dans cette détresse. Ce sont des personnes que je côtoie, que je connais, beaucoup de personnes avec qui je travaille au quotidien. J'ai 3 collègues qui étaient suspendus. Il y en a une qui est toujours suspendue et elle était là ce soir. Elle m'a dit que ça lui a fait du bien. Il fallait que je sois là parce qu'avec Dominique, c'est depuis le mois de décembre qu'on a envie d'organiser, d'apporter notre pierre à l'édifice, de contribuer à ce combat pour la justice, contre l'injustice. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation de la volonté qu'on a eue. C'est une initiative artistique là, ça, qui a contribué fortement également à allier nous, Guadeloupéens, et nous soignants, et nous. Mais également à allier nous avec soi, nous, avec culture, nous, avec divinité, nous. Nous sommes arrivés. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient.